salle et qui ont envie de poser des questions concernant donc la pratique, mais aussi sur d'autres sujets. C'est vraiment une soirée ouverte là, finalement pour chacun d'entre vous qui pourriez avoir donc soit des questions sur la pratique ou encore des questions existentielles ou bon des clarifications que vous aimeriez avoir. Donc je suis là pour vous à ce moment-là. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, moi, je suis en Suisse présentement. Habituellement, j'ai une bonne connexion Internet, mais là, cette fois-ci, et au même endroit, habituellement, je ne suis pas la première fois que je viens ici, et habituellement, la connexion est assez bien. Et là, finalement, je constate que ma connexion ne me permet pas d'accéder au chat, habituellement, à la salle de chat que j'utilise normalement. En fait, j'en utilise deux. Une qui est en essai, qui est celle sur laquelle je suis présentement, et l'autre qui est la plus fréquente, celle que j'utilise le plus fréquemment, et je ne suis pas en mesure d'y accéder. Alors, je suis déjà désolé en avance pour ceux qui vont essayer puis qui ne vont pas être en mesure de voir pour le webinaire. Donc, on va commencer. Je vois qu'il y a des questions qui bougent. Donc, la première question, c'est quand je vois un problème chez un partenaire, comment je fais bouger? Comment faire bouger l'énergie? OK. Alors, donc, on aborde l'aspect professionnel dans ce cas-ci. Euh, la première chose que je dirais par rapport à ça, François, euh, dans un premier temps, la question qui se pose et que j'aimerais que tu te poses aussi, c'est quand je vois un problème chez moi, comment je pourrais le faire bouger? Comment je peux faire bouger mon énergie? Je dis ça parce que la pratique sur soi est un élément vraiment, vraiment déterminant. Quand je suis capable de bien pratiquer sur moi, puis que je suis capable de faire bouger l'énergie sur moi, à quelque part, j'arrive à développer une expertise qui fait que je sais les trucs qui vont faire que je vais pouvoir faire bouger l'énergie chez mon partenaire. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je pourrais dire par rapport à cette question-là, c'est comment je fais bouger. Donc on va revenir vraiment vers les bases. Première chose, quand je fais la description de ce que je perçois dans le champ énergétique d'un partenaire ou de moi-même, je fais donc une description de ce que j'observe, de ce que je vois, de ce que j'entends. Déjà, à ce moment-là, le simple fait de le dire à mon partenaire, par exemple, peut donc déclencher chez lui des réactions qui vont faire qu'il y a des changements qui vont se faire dans la perception que j'ai, c'est-à-dire qu'il va y avoir des transformations qui vont se manifester. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est en interaction avec une information intuitive, si on veut la faire bouger, il faut donc interagir avec elle d'une façon encore plus forte. Alors moi, je peux discuter avec une perception. Discuter peut déjà faire des changements. Je peux dire à la perception, mais pourquoi tu es comme ça, etc. On peut discuter avec elle. Déjà, on peut entraîner des mouvements. Mais où on va faire le plus de changements dans la perception habituellement, qu'on va la faire bouger, comme tu dis, c'est souvent parce qu'on va utiliser la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire qu'on a déjà vu dans le cadre de l'enseignement, qui va finalement être une technique dans laquelle on utilise l'intention, le pouvoir de l'intention, et pour pouvoir justement transmettre un certain besoin. Par exemple, si l'énergie me demande du courage, ben, mon intention, c'est de mettre du courage dans mon véhicule imaginaire, puis de mon véhicule imaginaire, donc d'amener ce courage-là dans l'énergie de mon partenaire. Quand j'amène cette énergie dans mon partenaire, bien évidemment, je vais donc observer des réactions, des transformations qui vont s'effectuer dans le champ énergétique de mon partenaire. Et c'est ça qui va m'amener donc finalement à pouvoir, dans un premier temps, voir le potentiel évolutif. Parce que plus l'utilisation de la déprogrammation cellulaire, c'est vraiment dans l'intention d'amener une transformation à se faire. Et cette transformation-là, évidemment, va me mettre en contact avec le potentiel évolutif. C'est ça un peu l'idée de cela. Alors, je ne sais pas si ça t'aide un petit peu ce que je te dis, mais la déprogrammation va donc être un des moyens, je dirais, qui va être vraiment important dans ça. Puis que quand on le fait, on a vraiment l'intention de faire bouger l'énergie. Tu vois? Je pense que ça, c'est vraiment important de comprendre que la déformation se fait dans une intention de vraiment d'amener une transformation. Ensuite, après que la déprogrammation va avoir été effectuée, on va ensuite vraiment revenir vers les soins. Alors, les soins, on l'a vu, si on fait référence au week-end d'introduction, par exemple, les techniques de soins, on a vu qu'il y avait trois techniques d'auto-guérison, transfert, chirurgie, miniaturisation. On a vu également la technique de réunification, qui était une technique qui était très importante aussi. Donc, déjà avec ça, on a les moyens de pouvoir faire
bouger l'énergie également, puisqu'évidemment, l'idée, c'est quand on veut faire bouger l'énergie, on doit comprendre que pour faire bouger l'énergie, il faut rentrer dans l'énergie, puis il faut interagir avec elle en travers des soins de déprogrammation ou des soins énergétiques. Comme les soins énergétiques, on l'a vu, ça peut être tant l'idée d'un soin donc de transfert d'énergie, de chirurgie, de miniaturisation. Soit c'est vraiment là-dessus euh, qu'on va jouer. À chacune des actions que l'on effectue, on observe les réactions qui s'effectuent dans le champ énergétique de mon partenaire. Puis à ce moment-là, je vais faire description, questionnement, déprogrammation, soin de nouveau. Alors, le transfert d'énergie est donc une action pour faire bouger l'énergie de notre partenaire. Évidemment, dans le week-end, on avait vu qu'il était possible de faire une technique de soin où on remplissait l'énergie de notre partenaire des pieds jusqu'au sommet de la tête et dans cette technique-là, on peut utiliser le transfert, la chirurgie, la miniaturisation et la technique de réunification pour amener des interactions. Alors, moi, je te dirais que ce serait ça qu'il faudrait que tu cherches à développer, sachant évidemment que tu commences le travail sur les chakras. Le travail sur les chakras, évidemment, il y a plusieurs techniques qui sont proposées d'expérimenter sur soi. Mais ces techniques-là sont applicables à un partenaire. Et ça va être de nouvelles techniques de soins qui vont enrichir finalement ta boîte à outils. Alors, l'idée de ça, c'est d'être capable d'avoir plusieurs outils pour interagir avec l'énergie de façon à ce qu'on puisse arriver à un certain résultat le plus efficace possible. Alors, ça serait un petit peu donc l'idée du soin, comment on fait faire bouger l'énergie, c'est certainement à travers toutes ces techniques-là que je viens de te nommer. Et dans le travail sur les chakras, bien évidemment, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs autres techniques qui vont s'ajouter, qui sont assez importantes, qui peuvent être intéressantes. Et suite à ça, évidemment, par rapport au chakra, bien évidemment, on a vu également dans le cadre du niveau 1 de la formation, on va aborder également les techniques qui vont plus travailler sur l'aspect des programmations, en fin de compte, qui vont travailler sur l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des états de conscience chez une personne. Alors ça aussi, ça peut faire bouger l'énergie, parce qu'évidemment, si je te donne un exemple, si ton partenaire, je ne sais pas moi, elle est insomniaque, bien évidemment, tu peux faire venir l'aspect insomniaque de la personne, et tu peux évidemment donc interagir avec elle avec toutes les techniques que tu vois. Donc on voit ici que ça peut vraiment être très riche, les applications. Puis si on va plus loin dans le cadre du niveau 1, ben après l'aspect psycho-émotionnel des chakras, tu vas apprendre à travailler sur des exercices, travailler sur les organes, travailler sur les fascias. Donc, tu as plein de techniques énergétiques qui vont travailler sur divers aspects, qui fait un survol de toutes les grandes techniques de guérison qu'on retrouve dans la guérison. Donc, avec ça, bien évidemment, tu arrives à une forme de conclusion, je dirais, que si une technique ne fonctionne pas, tu en essaies une autre, et ainsi de suite, puis tu vas avoir donc des techniques que tu vas préférer. Mais moi, je t'inviterai évidemment à expérimenter chacune d'elles, puis à voir quelles sont les techniques qui te parlent le plus. C'est un petit peu l'idée que je dirais par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, François, euh, concernant cette question-là que tu avais. J'aimerais aborder un autre petit commentaire que tu avais abordé, François, aussi, pendant que tu peux peut-être me répondre. C'était concernant la guérison ésotérique de Alice Bailey. Tu me disais que tu étais en train, tu te l'avais procuré. Puis évidemment, comme tu l'as si bien dit, c'est un livre assez ardu à lire. C'est un livre un peu technique, qui a un petit peu d'âge aussi. Hein, il faut bien l'admettre, c'est pas un livre jeune. Par contre, c'est un grand livre selon moi, plus particulièrement parce qu'il donne un enseignement très rigoureux, je dirais, sur la guérison par l'âme, parce que la guérison ésotérique que Lisbelli propose, c'est une guérison par l'âme. Et dans le cadre du niveau 1 de formation, on aborde ce sujet-là. Bien sûr qu'on l'aborde d'une façon très pratico-pratique. On ne va pas aborder en profondeur le sujet parce que la guérison par l'âme va être vue en détail dans la deuxième année de formation, quand on va aborder l'aspect spirituel, où là, on va aborder vraiment la guérison par l'âme. Mais encore là, une guérison par l'âme dans laquelle on va combiner vraiment le travail intuitif. Parce que la guérison par l'âme, ça implique évidemment qu'on observe la relation qui existe entre l'âme, les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, les mémoires personnelles, de notre histoire personnelle, notre champ énergétique, notre structure donc organique des organes, des systèmes du corps, des cellules et tout ça, et notre corps physique. Donc tout ça finalement va nous amener à pouvoir évaluer quelque part la qualité de l'alignement, je dirais, entre l'expression de l'âme et notre être profond. Alors ça, donc on le voit dans le niveau 1 en introduction, puis on le voit en approfondissement
dans le deuxième année de formation. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions pour moi, François, ou d'autres personnes qui sont dans la salle? N'hésitez pas donc à le faire, à m'en faire part. Mais ce que je dirais par rapport donc à cette notion de faire bouger l'énergie, il y a peut-être quelque chose que je peux ajouter qui c'est quand même assez important. Faire bouger l'énergie, ça veut donc dire reconnaître la vie. Je vais donner un exemple de ça. Quand quelqu'un est en vie, on va constater quelque part qu'une personne qui est en vie, elle, va avoir une bonne réactivité. C'est-à-dire que quand j'interagis avec elle, l'énergie va bien bouger. Dans quel cas que l'énergie va moins bien bouger, c'est des gens qui sont dans des niveaux d'épuisement. Alors, on a vu dans l'introduction à la pleine conscience intuitive qu'il y avait 7 états. Il y avait l'équilibre, le désalignement, l'hyperactif surchargé, l'hypoactif surchargé et l'épuisement. Ces états-là, quelque part, vont jouer beaucoup au niveau de la réactivité. Tu sais, quand tu dis faire bouger, moi j'ai un appareil de photographie client chez moi qui mesure les méridiens acupuncture au niveau des doigts et des pieds. Et quand on dit qu'il y a dans les terrains, les terrains que l'on va trouver dans la photographie client, il y a un terrain qu'on appelle le terrain inerte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un terrain inerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 25 photos de la même personne, de ses doigts et de ses pieds, et les 25 photos vont être identiques. C'est-à-dire que la personne est en quelque sorte paralysée dans sa structure. Et cette structure-là, pourquoi elle est paralysée? Souvent parce que ça cache un état, quelque part, qu'on a réussi à gérer en paralysant nos tissus, en faisant en sorte que rien ne bougeait. Alors, ça veut donc dire que ces gens-là, souvent, sont des gens qui ont tendance, évidemment, à ne pas être capables de se remettre en question. Ils ont développé une vie, à quelque part, vraiment un petit peu... ils sont un petit peu prisonniers, en quelque part, d'une certaine forme de routine de vie, etc. Ces gens-là, souvent, vont avoir de la difficulté à se remettre en question parce que justement tout leur corps est un peu comme paralysé. Alors quand tu dis comment je peux faire bouger l'énergie, ben, chez les gens qui sont un peu dans l'épuisement, parce que le terrain net est beaucoup dans le cas des épuisements, ben, l'épuisement évidemment ce sont des gens qui ont beaucoup moins de capacité à pouvoir réagir facilement. Donc ça c'est une chose. Alors que quelqu'un qui est hyper actif par exemple dans son champ énergétique, ben, lui va réagir rapidement. C'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi à laquelle on peut réfléchir. Au niveau du travail des chakras, la tradition, c'est le premier chakra au septième, puis le deuxième au sixième, où tu fais un 7, 2, 5, et seulement quand que tu es au frontal. Pourquoi cette approche? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Ok, donc là, j'essaie de comprendre tes questions. Je crois que tu fais référence donc à l'enseignement sur les chakras et que tu fais référence à la circulation entre les axes des chakras. Si je pense, c'est ça que tu veux me faire comprendre, hein, c'est ça? Alors, je vais donc revenir sur l'ensemble de l'enseignement des chakras pour bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, la première technique qu'on va faire au niveau des chakras, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'ouverture et fermeture d'un chakra. Okay? Alors, pourquoi faire une technique d'ouverture et fermeture des chakras pour commencer? Ce que ça va permettre de déterminer, cette première technique-là, c'est la capacité que mon chakra, finalement, a de se rendre réceptif à la lumière. Hein, parce que si mon chakra s'ouvre facilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que cette ouverture-là indique bien que les cellules de mon corps rayonnent, sont capables d'absorber une lumière, puis de la réémettre. Alors, le moment de fermeture et d'ouverture, c'est un peu ça. Fermeture dans le sens de réceptivité, je prends la lumière, je ferme, pour prendre la lumière. Et ensuite, je la sors, la lumière, je l'exprime. Ça, c'est l'ouverture. Donc, je ferme pour prendre la lumière, j'ouvre pour la rouvrir. Alors, quand un chakra a une bonne ouverture, une bonne fermeture, ça veut donc dire quelque part que le chakra en question est dans une position de négantropie. J'en ai déjà parlé de ce terme-là, je pense. Hein. Négantropie, ça veut dire quoi? De la non-usure. Alors, plus mon énergie est négantropique, plus j'ai un beau potentiel santé. Quand j'ai de la difficulté, effectivement, dans un chakra, de constater que j'ai une ouverture-fermeture qui est plus difficile, c'est un indice qui a donc que la région, quelque part, a plus de difficulté à absorber la lumière puis de la réémettre. Alors ça, c'est une première technique qui va donc nous donner des indices aussi par rapport au chakra. Est-ce qu'il est en mesure, lui, de se rendre réceptif à une certaine fréquence? Parce qu'il faut savoir que chaque chakra a une relation avec des fréquences. Alice Bailey parlait de 7 rayons, par exemple, pour faire un petit lien avec Alice Bailey. On pourrait dire que maintenant que la recherche
en sciences quantiques et tout ça, on peut parler maintenant donc de fréquences. Puis on pourrait sans doute émettre l'idée que chaque chakra a une capacité de se relier à un certain niveau de fréquence qu'on pourrait sans doute attribuer aux cellules du corps, et que les chakras sont reliés à des glandes endocrines. Donc si on ramène ça tout au corps physique, on pourrait sans doute penser que chaque chakra a une capacité de se syntoniser à une certaine quantité de cellules qui ont une certaine fréquence électromagnétique, un certain niveau de fréquence électromagnétique que l'on pourrait retrouver à cet endroit-là. Donc c'est ça qui peut être intéressant donc à regarder. Ensuite, la deuxième technique qu'on va regarder, c'est une technique qui va consister à faire un mouvement après qu'on ait fait l'ouverture-fermeture. On va donc, quand on considère que le chakra est ouvert, on va chercher à ce moment-là à mettre de la couleur dans le chakra. Alors, quand on met de la couleur dans le chakra, à ce moment-là, évidemment, on va considérer quelque part que la couleur du chakra, c'est un peu comme une nourriture. C'est-à-dire que la couleur d'un chakra, chaque chakra a une couleur qui lui est propre. Un chakra racine, on va souvent attribuer la couleur rouge, le chakra sacré, la couleur orange, le chakra solaire, la couleur jaune, le chakra du cœur, la couleur verte, le chakra de la gorge, la couleur bleue, le chakra frontal indigo, et le chakra ici, ça va être couleur or. C'est plutôt violet ici, ça c'est or, excusez-moi, c'est pas indigo. Alors, encore là, évidemment, au niveau des couleurs, si on regarde les livres sur les chakras, on va se rendre compte que les couleurs ne sont pas toujours les mêmes associées aux chakras. Et c'est important, quelque part, de bien comprendre que l'idée des couleurs, quelque part, c'est de se rapprocher donc d'une certaine fréquence qui va permettre justement de nourrir le chakra. Alors, quand on dit que je mets du couleur rouge dans mon chakra racine, ce que je cherche à faire, c'est d'évaluer cette couleur rouge-là, comment elle va se répandre dans mon chakra. Parce que si elle se répand bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon chakra, il y a une bonne ouverture puis une bonne fermeture, puis en plus, il y a une bonne capacité de distribuer de l'énergie. Donc, le chakra est capable de bien diffuser l'énergie dans toutes les cellules du corps. C'est ça un petit peu qu'on peut dire de ça. Donc, cette deuxième technique-là va donc encore là nous donner des informations sur la qualité du chakra à pouvoir donc distribuer l'énergie dans le chakra harmonieusement. Alors, ça veut donc dire que si moi je cherche par l'intention à mettre de la couleur dans mon chakra racine, la couleur rouge, et que je vois que la couleur rouge apparaît comme par exemple rose, ça indique quoi? Ça indique que la couleur rouge n'est pas présente vraiment. Rose, hein, c'est comme une couleur qui est très pâle par rapport à ça. Donc, on peut sans doute penser à l'hypoactivité à ce moment-là. Si on voit que la couleur rouge devient un rouge très très foncé, on peut sans doute attribuer ça à une hyperactivité à ce moment-là. Si on voit des taches sombres dans la couleur rouge, ou même dans le rose, on va pouvoir parler de surcharge à ce moment-là. Alors, vous voyez, c'est un peu des choses comme ça. Et si on parle de l'épuisement, ben, ça va être le rouge va être peu à peu présent, et ça va être surtout des taches sombres qu'on va voir apparaître. Je donne des exemples de ça pour bien faire comprendre toute l'idée, hein, de chacun de ces exercices-là qui ont une certaine richesse quand on prend le temps de bien comprendre le langage intuitif que ça peut nous amener à découvrir. Après donc les couleurs, il y a donc la circulation rotatoire. Donc la circulation rotatoire, traditionnellement parlant, moi quand j'ai reçu une formation sur les chakras, on me parlait du chakra qui devait tourner en sens des aiguilles d'une montre. Quand on prend le temps d'observer cette notion de circulation rotatoire des chakras, qui doit tourner en sens des aiguilles d'une montre, si on le fait sur moi, puis si je le fais sur toi, ben, quelque part, ce sens des aiguilles d'une montre change. Alors moi, à mon nez, j'ai bien compris quelque part que l'idée de la circulation rotatoire, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à identifier un mouvement rotatoire centripète et centrifuge. C'est-à-dire qu'on va évaluer les deux mouvements. Le centripète qui va aller de l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur et le centrifuge qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Encore là, ça va nous permettre justement de voir quelque part de quelle façon que l'énergie qui est en moi, ben, je suis en mesure justement de la faire vibrer, je dirais, hein, avec moi-même. Le mouvement centripète, c'est un moment où l'énergie la concentre en dedans de moi, et l'énergie centrifuge, c'est l'énergie que je vais concentrer vers l'extérieur, qui va m'amener donc un indice que je suis en train de diffuser, de distribuer de l'énergie vers l'extérieur. Je rayonne vers l'extérieur, et le centripète, c'est plus un mouvement donc, qui va être
qui va accumuler de l'énergie. Un centripète, c'est j'accumule de l'énergie. Le centrifuge, c'est une énergie que j'émets vers l'extérieur. Donc, peut-être un indice, justement, bon, quelqu'un qui est trop centrifuge, par exemple, ce serait quelqu'un de trop à l'extérieur, qui dépenserait son énergie trop à l'extérieur. Le centripète, c'est quelqu'un qui va justement concentrer toute son énergie à l'intérieur, qui va donc avoir tendance à accumuler de l'énergie à l'intérieur de lui-même. Alors, l'équilibre, évidemment, c'est que le centripète et le centrifuge soient harmonieux, tout simplement. C'est ce qui va faire que les deux énergies vont être équilibrées. Tu me suis toujours, François et les autres? C'est clair pour ce que je dis, ça va? Puis, après donc, ces trois mouvements-là, ces trois techniques-là, finalement, après le mouvement donc, centrifuge centripète, on va aborder donc ce fameux mouvement descendant et ascendant. Alors, le mouvement descendant et ascendant, c'est que quand on le fait, selon l'endroit où on le fait, si je le fais sur le chakra racine, je le fais sur le chakra du cœur, je le fais sur le chakra frontal, le mouvement descendant va être différent. Pourquoi je dis ça? C'est que je parle d'une fréquence, d'une zone qui sont associées à un certain niveau de développement qui est en moi. Et ce niveau de développement-là, en faisant descendre l'énergie dans l'un ou l'autre des chakras, ben, je vais constater effectivement qu'il va y avoir donc une façon différente de descendre l'énergie. Par exemple, si dans mon chakra racine, je pourrais constater que le mouvement descendant de mon chakra racine pourrait être perturbé et ça ne descendrait pas dans les jambes, par exemple. Je pourrais constater que dans mon chakra sacré, par contre, ben, ça descend bien dans les jambes. Tu vois, le mouvement descendant se fait bien de mon chakra sacré, mais pas de mon chakra racine, qui serait donc un indice justement d'une manque d'enracinement par rapport à mon chakra racine versus mon chakra sacré. Si on parle du mouvement ascendant, c'est la même chose. C'est que le chakra, donc racine, on va chercher à le faire monter vers le haut. Et à ce moment-là, évidemment, en le faisant monter vers le haut, je vais donc constater cette capacité qu'il a de monter vers le haut. Si je vais vers le chakra sacré, même chose, je vais faire la même chose. Et je vais peut-être constater que dans le chakra racine, j'ai un mouvement ascendant qui est facile. Et dans mon chakra sacré, je constate que j'ai un mouvement ascendant qui est difficile. Donc encore là, c'est une autre façon d'aborder une compréhension énergétique parce que plus je fais ce travail-là au niveau du ascendant et descendant, plus je parviens à comprendre justement euh, ce qu'on pourrait appeler le principe des chakras quand on parle du mouvement de la Kundalini. Le mouvement de la Kundalini repose sur quoi? Il repose sur une capacité de descente. Je dois être enraciné pour commencer et je dois être capable d'être dans mon parasympathique, donc dans un niveau de relaxation et de relâchement pour être capable de recevoir l'énergie tellurique qui va circuler dans mon corps puis qui va ensuite pouvoir se concentrer au niveau de mon bassin pour remonter progressivement à travers tous mes chakras pour aller ensuite remonter jusqu'au sommet de la tête qui sera donc une expérience justement d'ouverture au niveau des chakras qui va s'apparenter à ce qu'on appelle le mouvement de Kundalini. Donc, cette façon de travailler avec le mouvement ascendant et descendant me permet d'aller chercher de l'information sur cette capacité que j'ai, moi, de pouvoir m'enraciner dans chacun de mes chakras et de pouvoir ensuite prendre cette énergie-là et de la faire remonter vers le haut. Plus j'ai un mouvement ascendant et descendant qui est harmonieux, plus je suis dans une position où ma santé elle est parfaite. C'est-à-dire que je suis dans une position de négantropie. Plus j'ai des perturbations dans le mouvement ascendant et descendant, plus j'ai des indices effectivement de déséquilibres qui sont présents à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair pour toi aussi, François, ça, pour cette information-là. Et ensuite, donc, la fameuse question que tu me posais, c'était concernant donc la circulation entre les axes qui sont associés au chakra. Donc, la circulation entre les axes, c'est une information justement qui est basée justement sur Alice Bailey au départ, parce qu'Alice Bailey avait fait cette corrélation-là. Puis avec la réflexion, puis avec la pratique, tout ça, j'ai compris que la circulation des axes que je vous propose, c'est orienté sur cette notion de complémentarité. C'est-à-dire que si on regarde toutes les techniques que j'ai proposées jusqu'à maintenant, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis, dans un premier temps, d'évaluer chacun des chakras. De quelle façon? Par l'ouverture-fermeture, par la circulation par les couleurs, l'équilibre par les couleurs, par le mouvement rotatoire. Ces trois techniques-là me permettent d'avoir une très bonne idée de comment le chakra en lui-même distribue son énergie. Okay? À partir du moment que je touche le mouvement ascendant-descendant, j'aborde la relation que le chakra a avec les autres chakras. Ça, c'est un élément important. Et la circulation entre les axes, c'est exactement la même chose qu'on va chercher à faire d'une façon un peu différente. On va reconnaître qu'il y a des chakras inférieurs qui sont davantage reliés à la dimension terrestre et des chakras supérieurs qui sont davantage reliés à la dimension spirituelle. On va partir du principe que chacun des chakras sont des complémentarités. Je donne un exemple. Le chakra racine est davantage relié à la volonté de vivre. Et cette volonté de vivre-là
va me permettre, moi, de fortement être dans la matière, puis de vouloir vraiment vouloir me réaliser dans la matière, de vouloir vivre dans la matière, de vouloir m'accomplir dans la matière. Donc, je vais vraiment être dans le concret, dans le tangible, et je vais me valoriser dans ce monde tangible-là. Si on regarde maintenant le chakra couronne, qui est le sommet de la tête, qui est donc la complémentarité du chakra racine, on va parler de la volonté spirituelle. Donc, quand on fait une circulation entre les deux chakras, on évalue justement la capacité que la volonté de vivre peut justement transmuter la volonté spirituelle et de la volonté spirituelle peut transmuter vis-à-vis de la volonté de vivre. Alors, plus j'ai une volonté de vivre harmonieuse, mais plus évidemment elle va monter vers la volonté spirituelle et plus la volonté spirituelle va remonter ensuite va redescendre ensuite vers mon chakra racine qui va me dire quelque part que j'ai un bon équilibre entre ma volonté de vivre dans le monde terrestre et ma volonté de m'harmoniser à ma vie spirituelle, de fonctionner en accord avec la vie spirituelle. Si par contre je constate que j'ai une grosse concentration d'énergie dans ma volonté de vivre reliée au chakra racine, puis que ça ne veut pas monter dans mon chakra couronne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai peut-être une trop grande activité justement dans ma volonté de vie, je suis trop dans le terre à terre, puis dans le terrestre, puis dans la survie, pourrait-on dire ça comme ça, et je m'éloigne d'une certaine façon de mon potentiel spirituel, de cette volonté que j'ai de m'harmoniser à ma nature spirituelle. Donc ça peut vouloir dire que je suis très combatif dans le monde terrestre, puis que je me laisse pas faire, puis que je veux vraiment, vraiment vivre, puis je veux vraiment, vraiment arriver à atteindre mes objectifs, mais quelque part, je ne suis pas en accord avec ma volonté spirituelle. Donc, je ne sais pas si tu comprends bien un peu ce que je veux dire par là, François. C'est un peu comme l'inverse, hein. Quelqu'un qui pourrait avoir une volonté spirituelle, chakra couronne très actif, puis un chakra racine, volonté de vivre beaucoup plus faible, ben ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quelque part que la personne a une grosse activité, grosse relation avec l'expression spirituelle, mais encore là, un manque d'enracinement, un manque de valeur à sa dimension terrestre. Donc, ça me permettra de comprendre justement un certain type de déséquilibre qui pourrait être présent chez un individu. Ensuite, le second axe, c'est le chakra sacré, chakra de la gorge, qui est un axe qui est quand même assez important aussi, puisque le chakra sacré va toucher vraiment ce qu'on pourrait appeler les besoins émotionnels, et le chakra de la gorge va être en relation avec l'expression créatrice de l'individu. Alors, encore là, une complémentarité qui est intéressante. Il faut se rappeler que les besoins émotionnels, hein, quand on est dans les besoins émotionnels, qu'est-ce qu'on fait? On partage avec les gens. On va souvent se... Oui, ok, ta question, c'est là ma question. Pourquoi pas le sacré avec le front? Ben, il faudrait que tu m'expliques pourquoi le sacré avec le front. Je comprends que ça serait peut-être dans ta tête à toi plus logique, parce qu'il y aurait effectivement une relation plus standard, mais je vais t'expliquer pourquoi le chakra sacré, chakra de la gorge. On parle de complémentarité. Alors, la complémentarité signifie que le chakra sacré, ça correspond à quoi? C'est les besoins émotionnels, c'est les besoins sexuels, c'est la séduction, c'est la conscience énergétique. Hein, le chakra sacré, c'est ça. Donc, le chakra sacré, quelque part, si je ne maîtrise pas mon chakra sacré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me perdre dans les autres parce que mon énergie, je ne vais pas l'habiter et j'aurai tendance à quelque part donc à être très sensible aux autres, à me laisser porter par les autres, à être influençable par les autres parce que mon énergie, je la maîtriserai pas. Ma nature émotionnelle, je ne serai pas en train de l'assumer. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais me retrouver dans une position où mes émotions vont me dominer en quelque sorte. Alors, si j'arrive par contre à équilibrer cette nature émotionnelle-là, je vais apprendre à habiter mon ventre. Et si j'habite mon ventre, ben, quelque part, c'est là que je peux expérimenter à ce moment-là une vision, je peux reconnaître que ma nature émotionnelle peut m'amener à développer un talent créateur, une expression créatrice de ma personne. Et cette expression créatrice euh, de ma personne est quand même très, très intéressante parce qu'elle me permet justement de reconnaître que cette expression émotionnelle-là, quand je l'assume, elle me met en contact avec, c'est comme s'il y avait une forme d'énergie qui circulait vers la gorge qui me permettait justement de reconnaître que ma nature émotionnelle me donnait l'opportunité de développer une forme de créativité, une forme d'inventivité, une forme d'ouverture effectivement envers l'essence de qui je suis, puis m'amener justement à reconnaître que cette énergie émotionnelle-là, lorsqu'elle est évolutive, je dirais, elle devient créatrice et inventive. Alors que les gens qui ne sont pas justement créatifs et inventifs vont rester prisonniers de leur nature émotionnelle dans le chakra sacré en fin de compte. C'est dans ce sens-là qu'il y a une forme de complémentarité, encore une fois, entre le chakra sacré et le chakra de la gorge. On reconnaît beaucoup cette connexion chakra sacré, chakra de la gorge chez les grands inventeurs, les grands artistes. Je pense par exemple à Mozart, par exemple, pour un exemple, qui était un grand musicien
et qui avait donc une perturbation dans sa dimension émotionnelle. Il était bon, un petit peu perdu dans sa sexualité, il était un petit peu, comment dire, comment dire, éparpillé dans sa sexualité. Alors, on voit quelque part que justement, les gens qui ont beaucoup de créativité peuvent effectivement, ont à apprendre justement à assumer cette nature émotionnelle-là. Et s'ils ne parviennent pas, ben, effectivement, ça peut donc générer donc, des équilibres, en fin de compte, dans l'individualité. Donc, c'est ça un peu dans ce sens-là que le chakra sacré, le chakra de la gorge, on va pouvoir évaluer ces deux éléments-là puisque ce sont deux énergies qui sont complémentaires. Je ne sais pas si c'est clair pour toi à ce niveau-là, donc François. C'était le sens de ta question, donc tu peux évidemment me dire. Ensuite, le chakra solaire va amener vers le chakra du cœur. Et le chakra solaire par rapport au cœur, bien évidemment, c'est les pulsions primitives de l'ego. Hein, le plexus solaire, c'est l'ego qui veut s'affirmer, qui veut prendre sa place, etc. Et le cœur, ben, c'est toute la notion de service. Donc, encore là, on va voir la complémentarité de celui qui a un ego, qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de prendre sa place, et cette capacité donc de reconnaître que celui qui a un gros ego, qui veut prendre sa place, peut devenir effectivement quelqu'un qui apprend à être dans le service. Non pas dans une position où il se fait dominer, où il se fait humilier, ou je ne sais quoi, non plutôt une position de force. Hein, je suis fort, j'ai un ego fort, par exemple, on pourrait dire ça comme ceci, et en même temps, je suis au service de l'humanité. Je ne suis pas en train de vouloir tirer profit à tout prix de ce que je suis. J'ai envie, au contraire, de estimer cette force-là et de reconnaître que cette force-là, elle peut servir l'humanité. Je ne suis pas obligé de vouloir exploiter l'humanité pour autant. Alors, tu vois, c'est ça un peu la complémentarité qu'on retrouve entre le plexus solaire et le cœur. Et ensuite, il y a le cœur avec le chakra frontal. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi cette relation-là? Mais celle-là est assez évidente, en fin de compte. Aujourd'hui, on peut presque dire qu'elle est devenue, elle est peut-être la plus évidente de toutes celles que j'ai nommées, parce que le cœur et le chakra frontal, c'est maintenant relié à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a reconnu que le cœur avait des ramifications nerveuses avec le cerveau, et que dans ce sens-là, lorsqu'un individu est capable de favoriser cette corrélation, cette relation entre le cœur et le cerveau, ben on dit que c'est un état de cohérence cardiaque qui a été atteint, c'est-à-dire que le cœur va être dans une mobilité, c'est-à-dire qu'il va être adaptable aux événements de la vie. On va sortir dans une position où il y a plein de situations qui se présentent autour de soi, et comme dans un état de cohérence cardiaque, on ne va pas réagir à ce qui se passe devant soi inutilement, on va être capable de regarder la situation, les problèmes, puis on va être capable de trouver des solutions pour régler les problèmes qui se trouvent présents dans notre vie. Donc, on voit encore une fois que le cœur et le chakra frontal sont intéressants parce qu'il y a vraiment une complémentarité. Lorsque ces deux chakras-là fonctionnent en harmonie, il y a vraiment cette position de témoin qui prend forme. La position des témoins me permet, moi, de développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. On a souvent pensé qu'il n'y avait que le QI qui existait, qui déterminait l'intelligence d'une personne. Aujourd'hui, on dit maintenant que le QI est une façon d'évaluer l'intelligence d'une personne, mais que l'intelligence émotionnelle est une autre façon d'évaluer l'intelligence d'une personne. On a reconnu que cette intelligence-là était importante. C'est l'intelligence sensible, en fin de compte. Hein? C'est celle du cœur. L'intelligence qui fait que je suis capable de regarder quelqu'un, puis je suis capable de comprendre cette personne, ce qu'elle vit. Et parce que je comprends ce qu'elle vit, ben, je vais lui donner une proposition de travail, de tâches à faire qui vont être en accord justement avec ce qu'elle est capable de me donner. Je ne vais pas essayer de m'imposer à elle en essayant de la convaincre qu'elle va être capable de faire quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire. Donc, une intelligence émotionnelle, c'est comprendre à quelque part ce que l'autre personne est la personne qui est devant moi et de comprendre ce que je peux en retirer d'une façon la plus intelligente possible. Donc, alors qu'avant, on avait tendance justement à développer cette vision que un patron doit être dominant, puis un patron doit être dominant, puis doit arriver à faire en sorte que justement, il domine à quelque part son entourage, et c'est comme ça qu'elle est arrivée à des résultats. Et je pense que c'est vraiment changé dû à ce modèle de la cohérence cardiaque qui amène vraiment toute l'idée que si tout le monde avait la cohérence cardiaque, ben, on envisagerait évidemment une transformation mondiale parce que tous les êtres humains apprendraient justement à être plus témoins de la vie et seraient plus capables de tenir compte de leurs besoins tout en étant capables de reconnaître ce que les autres ont comme besoin aussi. Donc quelque chose de plus évolué qui en ressortirait à ce moment-là et ce serait donc évidemment quelque chose de fort intéressant. Donc voilà, c'était un peu la réponse à ta question, François. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Et si tu as d'autres questions également que tu voudrais qu'on aborde, si tu aurais d'autres questions, François, puisque tu as droit à un entretien plutôt individuel, puisque je crois qu'on a perdu beaucoup de gens dans
parce qu'on avait plus, j'avais pas accès à l'autre salle, là. Mais ça, je vais regarder ça pour que ça se reproduise plus, là. Comment trouver des partenaires dans les groupes pour travailler? Alors, évidemment, donc, il y a la personne que tu avais dans le week-end. Je ne sais pas si c'est une personne avec qui tu as repris contact, parce qu'évidemment, cette personne-là pourrait, en présentiel, hein, c'est-à-dire que tu pourrais la rencontrer physiquement, puisqu'elle est peut-être dans le même coin que toi. Ça, ce serait une option. L'autre option, c'est que si tu mets ta caméra actuellement dans le chat, euh, je vais te montrer parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je pourrais aussi te mettre en contact avec des gens qui pourraient avoir envie de travailler avec toi. Comme là, je suis en Suisse, il y a peut-être des gens qui pourraient être intéressés à travailler avec toi et d'autres personnes dans les groupes d'autres formations qui pourraient aussi être intéressés de travailler avec toi. Évidemment, tout ça se ferait à distance. Donc, ça veut dire que ça se ferait soit par Skype, ça pourrait se faire par Hangout, ça peut se faire également par Messenger, puis ça peut se faire également par le chat qui est ici. Si tu ouvres ta caméra, je vais te montrer en quelque part qu'on peut activer la caméra d'une personne. Là, actuellement, moi, j'ai fait le chat actuellement tel qu'il est, a été fait pour travailler, pour que moi j'impose ma caméra à tout le monde. Mais si tu vois, je vais te activer ta caméra. Voilà, je te vois présentement. Salut, ça va? Oui. Puis bon, le son, je pourrais activer le son, mais bon. C'est tout ça pour dire que finalement, on peut donc, dans ces conditions, ça veut donc dire qu'une personne pourrait faire un chat privé, par exemple. Vous pourriez vous donner rendez-vous sur cette celle-ci, puis faire une rencontre. Mais il y a plein d'autres façons maintenant, hein. Il y a Skype, il y a Hangout, il y a plein d'autres façons qu'on pourrait aussi utiliser si on en avait envie. Donc, c'est plus. Mais cette façon de faire-là que je viens de te montrer, ben, ça pourrait se faire dans le chat aussi. Euh, le chat va être bientôt mis en place avec une personne qui va commencer à l'utiliser d'une façon, ce qui va amener un petit peu plus de monde. Donc, si toi, tu avais envie aussi de travailler avec des gens qui sont pas dans la formation professionnelle, ça serait possible aussi. Il suffirait simplement que tu me dises, parce que moi, j'enverrai une invitation à ce moment-là dans un mail que j'enverrai à mon mailing list. Et à partir de là, on pourrait regarder ça. Il faudrait juste que tu m'en fasses part, que tu as un intérêt là-dessus, puis on pourrait le faire. Tu serais donc intéressé. OK. Donc, j'enverrai donc une demande aux gens. Et ça, tu fais ça gratuitement? Toi, comment tu fais ça? Tu sais que tu pourrais me parler directement, hein? Je t'entends. J'entendais ton clavier, c'est pour ça que je t'ai dit ça. OK. Ben oui, mais à ce moment-là, bien sûr, je pourrais faire un appel et puis je pourrais te dire, parce que comme ça se fait à distance, ben, ça veut donc dire que ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être des gens autant du Québec à la limite que des gens tout en Belgique, ou ça peut être en Suisse, en France, il n'y a plus de limite à ce moment-là, donc c'est encore plus facile. Puis moi, je te dirais que la consultation téléphonique ou Skype ou Messenger ou qu'importe, là, c'est vraiment très intéressant parce que justement, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de peut-être plus difficile, mais quand on s'y met, quand on commence à le faire, on se rend compte que finalement ça fonctionne très bien et des fois c'est vraiment, il y a des gens qui accrochent beaucoup cette façon de faire là. Donc moi je pense que ce serait une belle façon pour toi de cheminer aussi, de pratiquer avec des gens sous cette forme-là. Voilà. Donc moi, début de mois, donc là on est à fin octobre, mais à début novembre, peut-être pas le premier par contre, mais peut-être dans le mais dans la période, les premières semaines de novembre, j'enverrai un mail de nouvelles aux gens et je leur ferai part effectivement d'une invitation pour ça et je pourrais te dire qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse par rapport à ça. C'est bon? As-tu d'autres questions avant qu'on termine? Il faut vraiment pratiquer avant de.
C'est sûr que c'est pas une mauvaise idée, hein. Moi, je te dirais que c'est sûr que c'est pas une mauvaise idée de bien pratiquer sur soi parce que quelque part, quand on pratique sur soi, ça veut dire qu'on n'a plus, on a plus de questions. Quand on a bien pris le temps de pratiquer sur soi les techniques, on comprend quelque part qu'est-ce que ça fait, on comprend quelque part ce que ça apporte chacune des choses. Et là, ça nous permet d'être plus motivés à le faire sur quelqu'un d'autre parce qu'on comprend, nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, parce qu'on l'a expérimenté sur soi. Alors souvent, c'est quelque chose de vraiment très intéressant de pouvoir pratiquer comme ça. Hmm. C'est bon? Donc, je m'arrêterai ici, c'est bon? Oui, mais je te remercie en tout cas d'avoir été présent. Tu m'as sauvé. Puis comme je te dis, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre chat. Comme je te dis, c'est peut-être une connexion Internet, c'est peut-être l'endroit qui est l'autre salle qui a eu un problème. Je sais pas, il faut que je m'informe. Mais la prochaine fois, on fera en sorte que ce soit plus, il y a plus de monde. Donc, oui, oui, ça, je vais t'envoyer ça en privé parce que ça va être plus simple, parce que je vais mettre les dates, mais je vais parler avec la personne ça va peut-être être en Suisse et je dois y parler justement à ce sujet-là, mais ça pourrait être aussi ailleurs, donc il faut que je regarde justement, demain je vais regarder ça, puis je vais te confirmer les choses à ce sujet-là. C'est bon? Ok, mais je te souhaite une belle fin de soirée. Merci. Ok, ciao, ciao. Ok, au revoir.